Bonjour à tous. Bon, je vais commencer par vous raconter un truc un petit peu triste, j'ai jamais été à Disneyland. Non, par contre, une fois quand j'étais petit, j'étais à Nigloland. C'est pareil, non ? En fait, je sais pas si ça vient de là, mais j'ai toujours aimé les parcs d'attractions dans les jeux vidéo. Qu'on parle de jeux de gestion, de simulation, ou même de quand ils servent simplement de décorum à l'action du jeu, il faut savoir que j'ai toujours adoré visiter les parcs à thème vidéoludique, et cela fait partie de mes petits péchés mignons du jeu vidéo, comme par exemple les jeux à univers miniature, ou les jeux où on doit collecter des cartes. D'ailleurs, étant amateur de jeux de plateforme, le parc d'attractions est presque toujours un grand classique, quand certains ne basent pas carrément tous leurs jeux autour de ce concept. Malheureusement, c'est très rare que ces jeux vous invitent à profiter du parc comme un simple visiteur, pour profiter des montagnes russes et autres bateaux pirates. Enfin, moi je trouve ça dommage parce que des parcs d'attractions fictifs, j'en ai visité un paquet, et on est d'accord pour dire que ça remplace pas Disneyland. Et encore moins Nigloland. Et justement, c'est peut-être à cause de cette petite frustration d'enfance que je me suis toujours pris de passion pour les jeux vidéo basés sur de vrais parcs d'attractions. Comme si j'étais à la recherche d'une expérience de jeu vidéo qui me permettrait d'enfin visiter tous les parcs d'attractions que je veux. À commencer par les parcs à thème que je visiterai jamais, parce qu'ils sont trop loin par exemple. Genre Universal Studios avec ses attractions basées sur les films d'Universal, et notamment le ride Retour vers le futur qui me donnait furieusement envie, mais dans lequel j'aurais sans doute jamais l'occasion de mettre les pieds. Heureusement, il me reste Universal Studios Theme Park Adventure sur GameCube. En plus, moi comme tout le monde, j'adore Jurassic Park, les Dents de la Mer, Waterworld... non, personne pour Waterworld. Bon, à part ça, Universal Studios Theme Park Adventures a l'air d'être quand même parfait pour moi. Déjà parce que le jeu est disponible en français, mais en anglais, et aussi parce qu'on peut activer ou désactiver la fonction grondement. Alors non, du coup je vais la désactiver, et c'est donc un Woody Woodpecker mal traduit qui vous servira de guide dans cette reproduction plutôt fidèle des studios Universal à Hollywood. Et là, premier problème, on est sur un jeu de type perso en 3D sur un décor précalculé en 2D, façon vieux jeu d'aventure ou JRPG PlayStation, avec évidemment les caméras fixes et la maniabilité totalement perturbante qui va avec. Mais si, vous savez, quand la caméra change d'un coup et que la direction dans laquelle vous poussez votre stick ne correspond plus du tout à la direction dans laquelle va votre personnage, un peu comme dans Resident Evil. D'ailleurs, dans Universal Studios, en règle générale, il est très difficile de s'orienter dans le parc à cause de ce système, avec des sorties d'écran très mal définies et pas très logiques, et surtout une évaluation des distances complètement chelou qui fait qu'on ne sait pas trop par où aller. Et ça, c'est quand on n'est pas simplement bloqué par le flux constant de visiteurs qui passent d'un bout à l'autre de l'écran, au point où on ne distingue même plus notre propre personnage. Bon ok, pour la visite c'est pas ça, mais ce qui est cool c'est qu'on a accès aux attractions. La première qui se présente sur mon chemin, c'est le ride E.T., inspiré du film de Spielberg, et c'est donc parti pour un mini-jeu de vélo vu de côté. Bon, rien de plus classique, on bouge de haut en bas, on lève la roue sur les obstacles, bon voilà, évite les gros cailloux, passe sur le tronc d'arbre en équilibre, saute par-dessus les flaques d'eau. Alors on continue la visite, il est directement possible d'aller admirer le fameux spectacle live-action aquatique inspiré par Waterworld. Eh ben c'était court mais intense. Et ouais, en fait, vous pouvez seulement visionner une reproduction en 3D du grand final du spectacle, mais attention, vous pouvez le regarder depuis n'importe quel endroit des gradins. Et c'était exactement pareil. Alors après avoir trouvé un type du staff qui m'a offert la map du parc, et malgré ça m'être perdu au moins 3 fois, j'ai enfin réussi à trouver le ride basé sur Retour vers le futur. Ah ok, d'accord, il y a trop de monde donc j'ai pas le droit. Ah ouais, la simulation va loin, les attractions les plus cool sont toujours blindées comme dans la vraie vie. En fait, pour accéder à ces attractions, vous devez acheter des casquettes de fans à l'entrée du parc. Et oui, Woody Woodpecker, Mickey Mouse, même combat, le capitalisme. Sauf qu'ici, ce sont des points que vous gagnerez en participant aux différentes attractions qui serviront de monnaie d'échange. Bon alors ok, c'est parti, on va commencer par un quiz intégralement dédié aux licences Universal avec beaucoup de questions sur la momie et sur Waterworld, et félicitations, vous avez gagné une crise d'épilepsie. Une fois le mini-jeu réussi, vous obtenez un tampon par attraction et vous enchaînez avec l'attraction suivante tout en ramassant les déchets sur le chemin et en serrant la main des mascottes du parc pour un petit bonus de points. Ainsi vous achèterez des nouvelles casquettes pour accéder à de nouvelles attractions, comme par exemple ce mini-jeu basé sur les Dents de la Mer où vous devez envoyer des caisses sur les requins avant qu'ils ne détruisent le bateau. Et autant vous dire que le système de visée inexistant et la caméra ne vont pas vous aider. À côté de ça, vous devez aussi chercher les lettres skate pour un tampon supplémentaire et remplir quelques sidequests comme rapporter un téléphone portable perdu à son propriétaire. Mais attends là, j'ai payé pour visiter Universal ou pour bosser pour Universal? Non, parce que vraiment j'ai l'impression d'être un stagiaire au service du parc plutôt qu'être venu en simple visiteur. Et bien heureusement, ce stage d'observation ne dure qu'une petite après-midi et vous débloquerez la plupart des casquettes assez rapidement si vous avez une conscience écologiste. Ceci dit, autant vous prévenir tout de suite, la plupart des mini-jeux sont chiants à mourir et les attractions sont vite rébarbatives à l'image du rail shooter Jurassic Park et ses dizaines de vagues de Velociraptor
raptor.jpg. Et à chaque découverte, sa petite déception. Le mini-jeu de western est basique à en crever, celui de Backdraft infinissable vu qu'il utilise le même style de caméra qu'en mode exploration, et pour finir, l'attraction Retour vers le futur est ultra cheap alors que c'était celle sur laquelle j'avais sans doute le plus d'attente. La DeLorean se comporte comme un savon, les environnements sont laids à en crever, et surtout la poursuite se finit ultra rapidement. Bref, je vous conseille d'éviter à tout prix ce Universal Studios Theme Park Adventures, qui est totalement déroutant et dont la durée de vie est vraiment très limitée. En plus de ça, j'ai encore moins l'impression de connaître le parc qu'avant y avoir joué, ce qui est un con pour un jeu censé représenter fidèlement les parcs du studio Universal. Ah bah non, pardon, j'ai rien dit. Bon allez, parce que je n'aime pas être à 100% négatif quand je teste un jeu, je vais quand même essayer de lui trouver une qualité. Ah oui, le petit bonhomme là qui gère les réglages de la vibration, il est trop cool. Regardez, quand c'est activé, il secoue la manette, c'est pas une trop bonne idée? Ah bah voilà, c'est mieux, comme ça on est sur un avis à 99,9% négatif. Next. Alors dans le même genre, je suis aussi tombé sur un jeu vidéo adapté des parcs aquatiques SeaWorld, mais je vais pas forcément m'y intéresser. D'une part parce que la star du jeu c'est Shamu, la mascotte du parc inspirée du vrai Shamu qui a vraiment été une star du parc dans les années 70. Et bon bah je vais pas faire semblant, hein, j'ai vu sauver Willy quand j'avais 10 ans, du coup je trouve que Shamu il aurait sans doute été beaucoup plus heureux dans sa maison, c'est-à-dire dans la mer, hein, voilà, donc team sauver Shamu. Et d'autre part parce que le jeu ne permet pas vraiment de visiter le parc. Ici il s'agit avant tout de sauver SeaWorld qui est en train littéralement de couler. C'est donc Shamu qui va devoir sauver le parc. Voilà, hein, c'est pas du tout ironique, le seul moment où Shamu aura connu son milieu naturel, c'est 30 ans après sa mort dans un jeu vidéo. C'est un peu badant quand même. Vite, un autre truc un peu moins déprimant. Disney a toujours mis ses parcs Disneyland et Disney World très en avant, et ce dès 1990 sur la NES avec Adventure in the Magic Kingdom, puis avec l'exclus japonaise Mickey no Tokyo Disneyland pour fêter les 10 ans du parc japonais. Bon, ici il ne s'agit pas vraiment de visiter le parc tel qu'il existe, mais de jeux assez classiques, reprenant juste les thématiques du parc. Il faut dire qu'une visite virtuelle dans les années 90, ça ressemblait plutôt à ça. Walt Disney Explorer, un jeu PC dans la lignée de ce qui se faisait à l'époque des premiers CD-ROM interactifs. Bon bah voilà, hein, des jolies photos, des backstage pas foufou et pas vraiment interactifs. Mais on va pas se mentir, c'est un peu avec l'arrivée de la 3D que tout a commencé à se barrer dans tous les sens. Comme avec Walt Disney World Quest Magical Racing Tour, dis-le 10 fois très vite. Donc c'est un clone de Mario Kart, et donc là je joue sur la version Dreamcast qui est plutôt jolie pour un jeu développé par les développeurs de Gex. Et oh, ce bon vieux logo Disney interactif, ça me rappelle des souvenirs et pas que des bons. Oui mais moi je veux voir Mickey. Et bah pas de bol, tu t'es trompé de jeu, parce qu'à part Tic et Tac, ici on a droit qu'à des personnages inconnus au bataillon. Mais je vais quand même prendre lui parce qu'il est quand même vachement mignon. Et aussi parce que la musique du menu c'est la musique du monde est tout petit et c'est vraiment insupportable. Vite. Quelle horreur. Arrêtez vite. Et c'est parti pour des courses inspirées des plus grandes attractions Disney comme Space Mountain, le manoir hanté, Tonnerre de Zeus, le train de la mine. Oui ok, il y a peut-être quelques petites erreurs, mais calmez-vous, moi j'ai jamais été à Disney, je découvre. Bah oui, laissez-moi le plaisir de la découverte des ambiances de Disney World, parce qu'en dehors de ça, ça reste le clone de Mario Kart le plus basique de tous les temps. Des armes, des personnages et des circuits à débloquer avec un moteur de jeu pas mauvais mais pas extraordinaire non plus, notamment sur les collisions qui rebondissent un peu trop. En dehors de ça, le jeu est fun, hein, pas de problème, et j'imagine qu'il est facile de s'y attacher si on y a joué à l'époque. Mais il faut bien dire que son plus gros problème, c'est d'être un clone parmi les clones, et pas le meilleur d'entre eux. Et moi aussi, hein, j'ai bien aimé ce jeu, c'est juste qu'il a rien de plus que tous les clones de Mario Kart auxquels j'ai joué dans ma vie. Bon, la soundtrack est quand même ultra cool avec ses reprises de classiques en fonction des attractions, mais en dehors des différentes thématiques, circuits et véhicules pour chaque course, on n'a pas non plus vraiment l'impression de visiter Disney World, surtout en l'absence du maître des lieux. Mais que voulez-vous, sans doute que Mickey et ses amis étaient trop occupés à drifter dans l'excellent Speedway USA de Rareware sorti sur Nintendo 64, qui tourne d'ailleurs avec le même moteur que Diddy Kong Racing et donc ridiculise instantanément Magical Racing Tour. Un phénomène qui s'observe aussi sur les versions Game Boy Color des deux jeux. C'est crado, oui, mais c'est Mickey qui s'en sort encore une fois un petit peu mieux. D'ailleurs c'est rigolo parce que Speedway USA sur Game Boy Color est au passage la suite d'un autre jeu appelé Mickey's Racing Adventure et qui proposait déjà à l'époque des courses inspirées des univers de Disney World. Bon bah comme ça la boucle est bouclée. Le cyberespace. Oui ok, non en fait internet, mais le cyberespace. 2005, internet est bien ancré dans les foyers et Disney, pour célébrer les 50 ans de Disneyland, décide de lancer son propre jeu massivement multijoueur en ligne, Virtual Magic Kingdom. Alors en fait, sous ce Disney virtuel se cache une sorte de Habbo Hotel, c'est-à-dire un espace dans lequel il est avant tout possible de chatter et personnaliser son apparence. Le truc ici, c'est que le monde est celui de Disney World, avec les différentes thématiques des parcs et des attractions qu'il est possible de visiter dans le jeu. Là où cette expérience se démarque des autres, c'est qu'il était possible d'obtenir des cartes à code à utiliser dans le jeu pour obtenir du contenu exclusif, pour personnaliser son avatar ou débloquer du contenu inédit. Des cartes qui évidemment étaient exclusivement distribuées dans les différents parcs à thème Disney des États-Unis.
C'est pour ça que c'est gratuit. J'ai pas l'impression que le jeu soit très connu en France, mais il a eu un véritable petit succès aux États-Unis. D'ailleurs, Disney eux-mêmes ne s'attendaient pas à faire durer l'expérience plus d'1 an à la base. Perso, j'ai jamais été fan des chatrooms visuels de ce genre, mais de ce que j'en ai lu, ceux qui s'y sont retrouvés entre 2005 et 2008 en gardent de précieux souvenirs, au point même qu'en 2013, des fans aient carrément porté le jeu sur des serveurs pour que le jeu soit toujours accessible. Ce qui a dû bien faire chier Disney, puisque la même année, ils sortaient le premier volet de leur Disney Magical World sur 3DS. Et vous avez 4 secondes pour deviner c'est un clone de quoi. Oui, c'est un clone d'Animal Crossing. Oui, Disney, vous avez fait un clone d'Animal Crossing, on a bien compris, même dans vos pubs vous forcez. Bon allez, next, en plus le suivant, j'avais grave envie de le tester. Kinect Disneyland Adventure, sorti en 2011 et cool, c'est mon premier jeu Kinect que je vais tester sur la chaîne, et d'ailleurs c'est mon tout premier jeu Kinect tout court, donc c'est une bonne occasion pour tester cette technologie, et j'avoue que ça va un peu me changer de la Wiimote. Donc une fois que Kinect est installé et réglé, on crée donc son personnage et on débarque donc dans Disneyland. Wouah! Toutes ces années, ça fait un choc de voir à quoi ça ressemble. Parce que s'il y a bien un jeu de cette sélection qui vous donne réellement l'impression de passer une journée au parc, c'est bien ce Disneyland Adventures, avec une version simplifiée de chaque quartier typique des parcs Disney, pour une carte assez vaste dans laquelle il est possible de se balader librement et en 3D. Et contrairement à Universal Studios, ici vous n'êtes pas là pour ramasser les crottes de chiens, mais plutôt pour passer du bon temps en collectionnant des autographes de vos personnages Disney préférés, en prenant des selfies devant les points d'intérêt du parc et en collectant tout un tas de trucs pour rendre service aux stars de chaque quartier. Ah oui, hein, une vraie petite visite virtuelle. Virtuelle oui, mais interactive, car grâce au Kinect, il vous sera possible d'interagir avec les mascottes et même de participer à des attractions basées sur les licences présentes à Disneyland. Alors certes, ces épreuves sont assez similaires entre elles et se décomposent sur 5 niveaux pour chaque attraction, mais le jeu propose suffisamment de variations et de petits twists pour garder l'expérience intéressante. Chaque attraction propose donc son petit scénario avec des cinématiques plutôt jolies et un doublage VF impeccable. En fait, la production value est à son maximum avec des musiques orchestrales vraiment cool à écouter et même des photos surprises dans chaque épreuve comme dans les véritables attractions Disney. Sauf que là tu payes pas 25 €. Surtout que ces mini-jeux sont tous jouables à plusieurs et vous permettent de gagner de l'argent pour acheter des items qui sont principalement là pour personnaliser votre expérience de jeu. Alors si ça c'est pas une vraie bonne simulation de temple de la consommation, je sais pas ce que c'est. Bon, je taquine hein, et c'est vrai que ça rend forcément la visite plus personnelle avec un choix de goodies assez cool. D'ailleurs très clairement le jeu est calibré pour les gosses et honnêtement c'est loin d'être un défaut puisqu'il le fait très bien en proposant une expérience simple et accessible à tous. Et en fait je crois que je suis tombé sur le jeu idéal pour tester Kinect. Parce que pour le coup, même si j'avais une certaine réticence, le Kinect de la Xbox 360 fonctionne plutôt bien dans les mini-jeux. Il y a très peu de latence et la caméra décroche rarement. Alors attention, hein, on peut pas faire n'importe quoi non plus et l'avatar se retrouve souvent à faire des mini-crises d'épilepsie. Mais en dehors de ça, c'est plutôt bien ficelé et même parfois un peu trop sensible. Mais ça, c'est sans doute dû au fait qu'en l'absence de manette, tous les mouvements sont comptés, y compris quand tu te grattes le nez. Pourtant, ça n'empêche pas de s'amuser et le jeu a très bien compris comment utiliser toutes les fonctions du Kinect qui semblent avoir été conçues pour ce genre d'expérience. Et en fait, grâce à Disneyland Adventures, il m'a suffi de quelques secondes pour comprendre toutes les forces et toutes les faiblesses du système Kinect. Surtout les faiblesses. Et oui, car c'est là où le bas blesse. Si le Kinect est très efficace dans sa détection en ce qui concerne les mini-jeux et les interactions avec les personnages, et même dans les menus, qu'ils soient intégrés au gameplay ou qu'ils soient plus classiques, c'est une toute autre soupe à avaler lorsqu'on parle de la visite du parc en elle-même. Alors que le mode appareil photo se déclenche pas toujours du premier coup, c'est pas très grave, tout comme la baguette magique qui vise de toute manière automatiquement l'objet le plus proche. La caméra Kinect, tout comme la Wiimote, n'est pas fiable à 100% et possède ses propres défauts, comme quand la reconnaissance faciale ne reconnaît pas mon profil de jeu et me passe en mode invité parce que je me suis attaché les cheveux. C'est pas ultra dérangeant, même s'il faut avouer que c'est pas très sympa de pas y avoir pensé, ne serait-ce que pour toutes les filles et garçons aux cheveux longs. Non, là le vrai problème c'est qu'on parle aussi des déplacements de notre personnage, que l'on doit effectuer en dirigeant le bras dans la direction souhaitée. Bon, j'imagine qu'ils ont choisi ça par dépit, sauf qu'avec ce système, il est très compliqué de faire demi-tour ou même simplement de contrôler sa vitesse de déplacement. Et très clairement, on est dans le cas typique où un développeur surestime ce qu'il peut faire avec l'accessoire du jeu, comme on a eu l'occasion de le voir beaucoup de fois sur Wii. Ça veut pas dire que le Kinect est nul, hein, bien au contraire, j'ai été surpris de voir avec quelle précision il détectait mes mouvements, et ce dès le premier menu. Mais dans le cas de Kinect Disneyland Adventures, il aurait sans doute été plus malin de proposer des déplacements à la manette, surtout que les mini-jeux sont tous entrecoupés de temps de chargement qui laissent largement le temps de poser la manette à côté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, plus ou moins. Oui tout à fait, le jeu est ressorti par la suite sur Xbox One et PC sous le nom de Disneyland Adventures, et oui, ils ont bien enlevé le Kinect du nom parce que le Kinect est totalement absent, malgré le fait que la Xbox One ait son propre Kinect compatible Windows 10. Du coup, certes c'est plus facile de se déplacer dans le parc, mais c'est tout de suite moins intéressant pour certains mini-jeux, et encore moins intéressant lorsqu'il s'agit d'interagir avec les personnages du parc. Alors ok, certains mini-jeux sont un peu moins épuisants à la manette, mais on perd quand même le charme des photos surprises et de la détection de pose pendant les selfies, ainsi que plein d'autres petits gimmicks rigolos. Du coup,
bah je sais pas trop quelle version vous conseiller, mais sachez que si vous avez des Gremlins à la maison, c'est un très bon jeu pour enfants avec une super durée de vie et une ambiance de qualité tout en VF. Surtout qu'en plus, bah moi le Kinect plus le jeu ça m'a coûté 5€ d'occasion, donc au final ça coûte quand même moins cher que de payer des invitations chez ce gros radin de Mickey. Ah oui c'est vrai ça, pourquoi il nous fait pas rentrer gratuitement c'est Mickey, c'est censé être un mec sympa. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo sur les autres jeux Kinect. Et puis comme d'habitude, petit commentaire, petit pouce bleu, petit partage, vous commencez à savoir. Moi je vous dis à dimanche prochain. Let's go.